appartiennent à des écosystèmes. Et là, on va donc solliciter le point de vue d'une organisation faite d'humains, particulièrement confrontée à cette idée d'écosystème, puisqu'elle représente d'autres habitants de l'écosystème, à savoir les oiseaux. Donc c'est au tour de Virginie Maillot de nous parler au nom de la LPO. Bonjour à tous. Alors normalement il y a un petit film, voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui dois le déclencher ou si c'est la régie. Terre, 120 000 tonnes de poison noir vont souiller les plages. On parle pour la première fois de marée noire. C'est le temps où l'opinion publique affirme plus jamais cela. Quelques années plus tard, la Moko Cadiz se rappellera à notre triste souvenir. Il faut signaler à toutes les personnes qui trouvent des animaux, même morts, quels qu'ils soient, qu'ils doivent apporter ces animaux au centre de traitement pour qu'on puisse recenser exactement le nombre des victimes et leur nature au cours de cette catastrophe. L'oiseau ne sait pas se jouer de la pollution. Lorsqu'elle est là, visible mais inattendue, elle suspend son vol. Le vol sera suspendu à nouveau, bien souvent, au rythme d'autres marées noires qui conduiront à l'Erika. Dans la nuit, l'ultime appel de détresse d'un équipage en perdition. 10 000 tonnes, un tiers des quantités contenues dans les soutes se retrouvent bientôt à la dérive vers les côtes. En fait, plus de 150 000 oiseaux furent touchés. Lors du procès, 10 ans après le naufrage, la LPO demandera réparation pour préjudice écologique. Une première. Le préjudice écologique est largement reconnu. Et ça, c'est une victoire formidable. Je crois qu'aujourd'hui, l'histoire ne passe pas à côté d'une juste cause. Donc voilà juste un petit film pour vous mettre en bouche par rapport à l'activité que propose la LPO autour des oiseaux mazoutés. Ces images sont extraits d'un film qui a été réalisé pour les 100 ans de la LPO, puisqu'il nous paraissait important de marquer un petit peu l'histoire et d'avoir une mémoire de tout ce qui se fait sur le sujet. Donc aujourd'hui, la LPO a 100 ans, 45 ans après le Torrey Canyon, et bien toujours la même mobilisation du public, des militants, des bénévoles et des salariés pour pouvoir agir au quotidien sur les différentes causes de protection des oiseaux. Donc je ne vais pas vous refaire tout l'historique des accidents, mais juste vous donner un petit peu des chiffres, et les chiffres notamment des oiseaux. Torrey Canyon, c'est 4500 oiseaux qui ont été récupérés. À Moko Cadiz, 4500 oiseaux. Erika, 74 000 oiseaux. Donc dans les deux premiers cas, on était vraiment sur des centres mis à disposition localement des collectivités. Donc vraiment des cas d'urgence, on n'était pas du tout organisé à cette époque-là. Avec l'Erika, on a pu en mettre en place un centre de soins, notamment en Côte d'Armor. Donc les oiseaux ont pu être accueillis sur ce centre de soins. On a pu mettre aussi en place des réseaux de collecte. Et puis, on a participé à la mise en place du plan national de sauvetage des oiseaux mazoutés. Donc toutes ces actions, bien évidemment, sont faites par des bénévoles et quelques salariés. L'évolicène, donc là, nous n'avons pas recueilli d'oiseaux dus aux pollutions. Pour le Prestige, 23 180 oiseaux, dont 2831 en France. Et puis pour le Napoli, 2000 oiseaux, donc 630 en France. Donc on a un petit peu la manie de compter à la LPO, parce que c'est important de connaître un petit peu l'impact des marées noires sur l'écosystème. Ça nous permet d'avoir un suivi et de voir un petit peu l'impact de ces catastrophes. Au niveau de l'évolucène, quand on n'a pas d'oiseaux qui arrivent comme ça sur le littoral, on ne ferme pas la porte, on met en place un réseau de surveillance et une cellule de crise, ce qui nous permet de toujours être en vigilance et de pouvoir continuer à agir si vraiment il y avait un problème. À partir de l'évolicène, l'oiseau a été reconnu comme un indicateur de pollution
Et donc, dès l'instant que maintenant il y a un oiseau qui arrive sur le bord, on sait qu'en gros, dans les jours qui suivent, on est sûr d'avoir du fuel qui va arriver sur les côtes. Pour le Prestige et le Napolis, eh bien là, on avait des centres de soins donc, qui étaient construits, donc qui ont pu accueillir des oiseaux. Il y a bien sûr d'autres centres de soins qui se sont montés dans les Landes et qui ont participé à ces actions, qui ne sont pas du tout des centres LPO, à qui on a collaboré. Et on a agi notamment pour le Prestige sur place, puisqu'on a des équipes qui ont été détachées pendant une quinzaine de jours pour pouvoir et soigner les oiseaux et faire du nettoyage. Donc quel changement et quelle évolution comme dans toute catastrophe, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'apprendre et de mieux s'organiser au fur et à mesure des années. Donc on a pu faire évoluer et mutualiser les protocoles de soins en créant un guide méthodologique. Donc par exemple, pour vous donner une idée, au début, les oiseaux étaient stockés dans de la paille. Par la suite, ils étaient, comme on a vu sur les images, stockés dans des copeaux de bois. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont stockés sur des petites paillasses qui permet de limiter le transfert des maladies. Donc aujourd'hui, on est quand même sur une évolution du protocole de soins qui est très, très marquée. On a aussi une modification de l'organisation avec l'intégration d'un plan faune dans le dispositif Polmar. Donc ça, c'est très important. Ça nous a permis de pouvoir être identifiés. On a aussi ouvert donc, des structures spécialisées pour l'accueil des oiseaux mazutiers, notamment la structure de l'île Grande, qui est ouverte toute l'année et qui fonctionne donc toute l'année parce que le mazout, c'est pas que lors des grandes marées noires, c'est aussi du dégazage. Donc tout au long de l'année, on recueille des oiseaux qui présentent du mazout, même si depuis 2 ans, on note quand même une nette amélioration. Et puis la reconnaissance donc, du vivant non commercial avec le préjudice écologique dont vous parlez Alain dans la vidéo. L'oiseau mazouté donc, est aussi reconnu, comme je vous le disais, comme un indicateur de zone d'échouage de la pollution. Donc ce qu'il faut savoir, par exemple, pour l'Erika, des oiseaux ont été recueillis 10 jours avant la pollution, pour le Prestige, 3 jours avant la pollution. Donc ceci, ça nous permet de nous organiser à terre pour pouvoir intervenir. Et donc c'est vraiment important d'avoir des bénévoles qui font de la surveillance tout au long des côtes pour pouvoir être prêts à intervenir. Aujourd'hui, quelle organisation et quels moyens la LPO a pour agir ? Eh bien, tout d'abord, c'est un acteur qui est référencé dans les dispositifs d'urgence Polmar. Donc aujourd'hui, on participe au plan Polmar, que ce soit pour évidemment les catastrophes pollution réelle, mais aussi des exercices de crise. On travaille aussi sur les structures d'urgence. Donc on a mis en place des UMS, donc des unités mobiles de soins, dont je vais vous présenter par la suite. On a travaillé aussi sur des cahiers de procédures qui nous permet de donner 3 niveaux d'intervention. Et donc ça, c'est vraiment de l'organisation interne. Et puis des équipes formées. Donc au jour d'aujourd'hui, on a 3 capacitaires spécialisés dans les oiseaux marins. On a du personnel donc, qui est formé pour les unités mobiles de soins. Et puis des bénévoles qui sont formés tout au long de l'année pour pouvoir agir, non pas en cas de crise, mais vraiment d'être formés à longueur d'année. Donc l'objectif étant de toujours agir rapidement et le plus efficacement possible pour pouvoir sauver la vie des oiseaux. Donc les fameuses unités mobiles de soins, donc on en a 2. Une qui est plutôt destinée aux situations de crise puisqu'elle a des hauts vents, donc ça permet d'accueillir plus d'oiseaux. Et puis une autre qui vraiment est adaptée pour tout type d'espèces et toute situation. Donc l'une fait 160 mètres carrés et l'autre 35 mètres carrés. Donc c'est des unités de soins qui peuvent être utilisées quelles que soient les catastrophes et même prêtées à l'étranger si nécessaire. Demain, quelles craintes au niveau de la LPO pour l'avenir ? Tout d'abord, des pollutions chimiques à laquelle nous sommes peu préparés. Aujourd'hui, on sait traiter les pétroles qu'on a connus. On n'est pas forcément formé sur les nouveaux produits, toujours plus toxiques, ou des mélanges de produits. Et en plus, avec le milieu marin, on sait que les produits ont des réactions spécifiques. Donc là, il y a un vrai travail de formation à faire sur les pollutions chimiques et vraiment former le maximum de personnes, les bénévoles et les salariés, pour pouvoir anticiper au maximum ce qui peut se passer.
Il y a aussi l'accueil des bénévoles qui semble, alors je dirais avec un petit brin d'humour, être sous l'entière responsabilité des associations, puisque depuis l'ERECA, avec des produits cancérigènes, tout le monde a tendance à ouvrir grand le parapluie et fermer très rapidement les interventions aux bénévoles, ce qui est aujourd'hui un vrai problème pour pouvoir agir en quantité et en rapidité. Alors ça veut dire qu'évidemment, si les produits sont très toxiques, l'objectif n'est pas de mettre en danger la vie des personnes, mais ça veut dire que nos bénévoles vont plutôt agir en back-office et non pas sur le lieu même de la catastrophe. Ils vont pouvoir participer au transport des oiseaux, à toutes les, on va dire, les actions qui ne les mettent pas en contact direct avec les polluants. Mais c'est vrai que là aussi, c'est une vraie réflexion à avoir sur la possibilité d'intervenir et comment les bénévoles peuvent être couverts lors de ces interventions. Donc comment aider et devenir bénévole à l'LPO? Sur les grandes catastrophes, on a tendance à accueillir des bénévoles qui viennent là de manière ponctuelle parce que c'est un coup de cœur, ils ont envie d'aider et voilà, ils sont touchés par l'événement. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet, ça permet de voir que les gens sont sensibilisés à la problématique. Et d'un autre côté, c'est pas forcément des gens qui sont formés à ça. Donc aujourd'hui, nous, on préconise plutôt aux gens qui ont envie de s'investir vraiment sur du long terme. Et donc d'être formés, d'être accompagnés et pas de venir ponctuellement comme ça un jour et après ils disparaissent et voilà. Donc on a une politique plutôt de recrutement de bénévoles et de formation des bénévoles pour pouvoir les accompagner au mieux, pour qu'ils soient le plus efficaces et puis justement pour qu'ils puissent connaître tout ce qui se passe vis-à-vis des produits, vis-à-vis des soins. Donc voilà, donc ça c'est une vraie politique au niveau de la LPO. Et comment réagir donc face à un oiseau mazouté? Eh bien tout d'abord, il faut pas prendre de risques. C'est bien évidemment mettre des gants. Donc là, vous voyez sur la photo, on vous a mis exprès des photos où les gens ne manipulent pas tout à fait comme il faut. Donc il faut mettre des gants, il faut pas du tout être torse nu comme la personne qui est là. Et puis il faut vraiment prendre soin de prendre l'oiseau et le recouvrir pour pas qu'il se débatte et puis pour qu'il soit en sécurité. Il ne faut surtout pas ramasser les oiseaux en mer parce que c'est beaucoup trop dangereux. Donc il faut vraiment attendre qu'il soit échoué pour pouvoir le capturer. Et après, les bons gestes, c'est les mettre dans un carton adéquat à sa taille, donc pas du tout ce qu'il y a sur la photo. Et surtout ne pas scotcher le bec de l'oiseau parce que beaucoup d'oiseaux ont des narines internes. Donc ce fou de bassan que vous voyez, avec un scotch autour du bec, va mourir dans quelques minutes puisqu'il va mourir d'asphyxie. Donc voilà, tout ça c'est des gestes qu'il faut apprendre à faire et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de former les gens et de les accompagner pour qu'ils aient les bons gestes. Il faut aussi apprendre donc à classer les oiseaux, c'est-à-dire un oiseau qui est peu mazouté, eh bien on va le mettre avec un oiseau qui est peu mazouté, on ne va pas le mélanger avec des oiseaux très contaminés. Il faut fermer bien les cartons, leur faire des trous d'aération et bien penser à renforcer le fond du carton puisque les oiseaux vont mouiller le fond du carton et il ne faudrait pas que le carton casse s'il y avait des problèmes. Et bien sûr, comme je vous ai dit au début, on a l'habitude de compter beaucoup à la LPO. Donc il faut ramasser les cadavres et les confier aux sapeurs-pompiers, aux services techniques, aux associations, pour qu'on ait vraiment un impact de la pollution qui est faite. Qu'on ait vraiment un suivi de cette pollution, à la fois pour les vivants et à la fois pour les morts. Donc pour plus d'informations, eh bien, vous pouvez retrouver des éléments sur le site internet de la LPO, le combat sur les marées noires disponible sur le site internet, donc centenaire.lpo.fr, et la rubrique catastrophe des pollutions sur le site lpo.www.fr. Et pour les gens qui sont présents au jour d'aujourd'hui, j'ai laissé quelques documentations à l'accueil, vous pouvez donc en prendre connaissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc pour cette intervention pour laquelle je trouve des points de résonance avec celle de Christophe Rousseau notamment, sur la dialectique entre bénévoles et professionnels et l'idée que les non-professionnels doivent se professionnaliser grâce aux associations, la LPO en l'occurrence. J'ai également aussi, je tiens à souligner la révolution juridique que constitue le préjudice écologique, c'est une véritable révolution juridique. Et enfin cette idée que les oiseaux finalement sont
des alliés des humains, puisqu'ils préviennent la pollution et que malheureusement, lorsqu'ils sont morts, ils aident aussi à l'évaluer.